samedi 27 juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Eh bien oui, j'ai bien dit samedi exceptionnellement. On a été forcé par Spotify, dû à des troubles techniques, à bousculer un peu notre horaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va être en mesure de vous parler des séances de qualification qui avaient lieu aujourd'hui. On garde aussi nos habitudes avec votre guide. On vous fournit le plus d'informations possible, question que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Donc, on va parler des caractéristiques du circuit. On va aussi parler des améliorations qui ont été apportées par les différentes écuries. Mais d'abord, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, eh bien, certains diront qu'il était temps et c'est confirmé. Esteban Ocon sera un pilote de l'écurie américaine Haas à compter de la saison 2025, donc c'est-à-dire dès l'an prochain. On l'a vu venir depuis un certain temps, on en parlait, on vous avait pratiquement donné la confirmation. Gene Haas, qui est propriétaire de l'écurie, avait donné son accord. Il manquait plus que la signature d'Esteban Ocon au bas du contrat. Pourquoi ça a été aussi long? Est-ce qu'on attendait de se rapprocher à ce qui est pratiquement rendu le Grand Prix à domicile pour les pilotes français, puisqu'il n'y a plus de Grand Prix qui se tient en France. On voulait se rapprocher, annoncer ça en Belgique. Est-ce que c'était seulement un plan stratégique ou on devait faufiner quelques détails à ce contrat-là? Question que les deux parties puissent se donner la poignée de main et dire on continue ensemble pour quelques saisons, ou plutôt on débute ce partenariat dès la saison prochaine. Eh bien, du côté de Ocon, il s'agira d'un retour avec Ayao Komatsu. Les deux se connaissent déjà puisque Komatsu, directeur de l'écurie Haas, était aussi l'ingénieur de Ocon, un ingénieur chez Lotus, alors que Esteban Ocon était un pilote de réserve à ses tout début. Magnussen, lui, on l'avait déjà annoncé, ne sera pas de retour. Hülkenberg quitte pour se joindre à l'écurie Sauber l'an prochain et ça deviendra le projet du géant allemand Audi qui fera son arrivée en 2026. Parlant de Audi, eh bien, ils ont aussi retenu l'attention au cours de la semaine. On a rechangé un peu la hiérarchie de l'équipe. Déjà, oui, on n'a pas fait aucune course en Formule 1 encore. On travaille sur ce projet-là. On développe notre voiture et on travaille sur notre moteur, surtout parce que c'est ça qui va être très important. Là, on arrive, on va être aussi un motoriste, on va être une écurie d'usine. Eh bien, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas bien puisqu'on a décidé de remplacer les personnes qu'on avait choisies en place pour aller s'entendre avec Mattia Binotto. Mattia Binotto, on le connaît, il était le directeur de l'écurie Ferrari, pas le plus grand des leaders quand vient le temps de diriger une équipe, mais son côté technique, il a déjà fait ses preuves par le passé. Donc, ça devrait être une bonne acquisition pour Audi, ça reste à voir, mais au moins, il retourne dans ses forces. Il n'y a rien qui confirme pour l'instant qu'il devrait être directeur d'écurie aussi, mais c'est bien rare là, qu'on va voir quelqu'un porter autant de chapeau. Donc, à ce moment-là, il devrait se contenter sur le directeur technique, de diriger le département technique. Pour ce qui est du directeur d'écurie, eh bien, il y a des rumeurs comme quoi Mike Crack pourrait être consenti pour le rôle, sauf que le petit détail qui reste à régler, c'est que Mike Crack est présentement le directeur de l'écurie Aston Martin. Donc, il n'y a rien qui pointe qu'il est sur son départ, mais il est quand même dans les rumeurs. On a aussi déjà un directeur en place du côté de Sauber. Donc, est-ce qu'on va vouloir le remplacer? C'est un peu un fantôme, ce personnage-là. On le voit pratiquement jamais. On peut pas dire qu'il est aussi visible que les autres directeurs qu'on voit plus souvent dans les médias. Parlant de directeur, eh bien, du côté de Alpine, 12 mois après avoir remercié Otmar Zaffanauer, eh bien, c'est au tour de Bruno Famin de se voir pointer la porte. Donc, je peux vous dire que le prochain directeur d'écurie va être très nerveux l'an prochain quand va venir le temps de mettre les pieds en Belgique parce que ça va faire 2 années de suite là, pour l'instant où on décide de remercier notre directeur au moment où on se pointe en Belgique. Famin n'est pas congédié au complet. Il va retourner dans les fonctions qu'il occupait déjà, c'est-à-dire il supervise tout ce qui est sport motorisé de compétition pour l'entreprise Renault-Alpine. Il ne va juste plus être le directeur de l'écurie de Formule 1. Vous savez, Flavio Briatore a été engagé, lui qui est très proche
du PDG, M. DeMeo. Donc, à ce moment-là, il a été engagé pour faire un peu de ménage. On savait un peu que le temps était peut-être compté pour Famin, puisqu'on a nommé quelqu'un au-dessus de sa tête. Flavio Briatore aurait déjà dans sa mire de faire affaire avec Oliver Oakes, qui deviendrait le directeur de l'écurie. Qui est Oliver Oakes? Eh bien, ça peut cacher quelque chose d'un peu plus loin. Là. On peut essayer de lire entre les lignes sans trop lancer de rumeurs, mais on peut commencer à regarder si on n'est pas en train de mettre nos pions pour une transition vers high-tech GP. Qu'est-ce que c'est High-Tech GP? Eh bien, c'est une compagnie de course automobile, mais qui agit présentement en Formule 3 et en Formule 2. Et le fondateur et propriétaire de cette écurie-là, même s'il a vendu des parts, il est quand même encore un propriétaire majoritaire, eh bien, c'est Oliver Oakes. Donc, c'est un peu étrange de voir qu'un gars qui a des actifs en Formule 2 et en Formule 3 va décider de délaisser ça pour aller s'occuper d'une écurie qui n'est pas à lui en Formule 1. Donc, ça pourrait cacher que High-Tech est peut-être en train de préparer une transition pour que Alpine et Renault se retirent complètement de la Formule 1 et cette écurie deviendrait High-Tech GP. High-Tech GP, on se le rappelle, ils étaient dans le processus d'expansion que la FIA avait entamé sans consulter la FOM qui n'en veut pas de 11e écurie. Bien, la FIA avait été de l'avant et avait parti un processus pour essayer de rallonger la grille en F1. On se rappelle qu'il y avait notamment le groupe d'Andretti, on en parle encore parce que ça reste dans les médias. High-Tech, on a fait un peu moins de vagues, un peu moins de bruit, on travaille en coulisses. Eh bien, eux, on n'avait pas réussi à se rendre au processus final pour se voir donner les droits de participer en F1. Mais on est peut-être en train de regarder la porte d'en arrière, c'est-à-dire acheter une écurie. High-Tech, là, on a déjà fait des gros investissements. Là. On a aussi développé une entreprise qui s'appelle High-Tech Technology, où ce qu'on a embaucher du personnel qui viennent en provenance majoritairement de chez Red Bull. On a des spécialistes du développement, des aérodynamiciens. On a aussi un tunnel de soufflerie. On fait du CFD. Donc, on a déjà toutes les choses en place là, pour préparer notre entrée en F1. On visait 2026, donc on avait déjà préparé ça. Alors, si on voulait peut-être se préparer à faire une transition pour changer le nom d'Alpine. Pourquoi qu'on lance ça un peu, cette rumeur? Ben, il n'y a jamais de fumée sans feu. Là. Ça date depuis quelques semaines déjà, comme quoi que Renault voudrait cesser sa production de groupes motopropulseurs en Formule 1. Ce qui est assez énorme quand on pense à toute l'histoire qu'il y a derrière l'entreprise Renault. Et là, ça me poussait à réfléchir à ça depuis quelques semaines, de me dire pourquoi Renault resterait en F1 si on ne produit plus de moteurs. Oui, on affiche le nom Alpine. Mais on pourrait tout simplement payer une commandite, mais ne pas se casser la tête à avoir toutes ces dépenses-là qui sont reliées à une participation dans ce grand championnat-là. Donc, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire, là, de procéder à une restructuration sans trop perdre la face. Quoique c'est assez. C'est quand même un constat d'échec là, quand on dit que notre usine n'est plus capable de fabriquer des moteurs et on va plutôt se tourner là, en train de négocier un contrat pour que Alpine soit motorisé par Mercedes à compter de 2026. On est en train de travailler là-dessus, donc c'est quelque chose qui reste à voir, là, qui risque d'être annoncé peut-être dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois, qu'on va être capable de finaliser, d'en venir à une annonce. Mais du moins, on dit pas de fumée sans feu, mais là pour l'instant, il y a pas mal de fumée qui pointe dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça signifie pour Mercedes? Mais Mercedes perd un motoriste à compter de la nouvelle réglementation, puisque Aston Martin, qui était client chez les flèches d'argent, bien, on se tourne plutôt vers Honda. On a un partenariat Honda. Donc, ça pourrait être question de sauver des actifs du côté de Mercedes. On parle d'une économie là, qui est quand même assez grande. Là. On dépensait plus de 100 millions de dollars du côté d'Alpine pour la production de moteurs, donc du côté de Renault. Donc, on va sauver beaucoup d'argent de se tourner plutôt et d'acheter quelque chose de déjà fait. On achèterait aussi ça serait un partenariat qui serait pas mal identique à ce que Aston Martin faisait. Donc, on achèterait la suspension du côté de Mercedes ainsi que la boîte de vitesse. Parlant de cette réglementation-là de 2026, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine? Mais c'est quelque chose qu'on pourra discuter peut-être au cours des vacances pendant la saison morte parce que le but de ça, là, de cette réforme-là, c'était de simplifier les groupes motopropulseurs. Question d'attirer d'autres manufacturiers en F1. Mais pour l'instant, ce que ça fait, c'est qu'il y en a un qui veut quitter. Donc, ça n'a pas vraiment, ça a plutôt fait l'effet contraire. Bien sûr, on va garder le même nombre de manufacturiers puisque Audi va faire ses débuts, mais c'était pas vraiment ça la raison pourquoi qu'on faisait ça. Là. On voulait pas nécessairement rester au même niveau. On espérait attirer d'autres grands manufacturiers, des motoristes à vouloir participer à ce championnat-là. Bien sûr, il y a GM qui a levé la main, mais GM a levé la main pour 2028. Donc, ça reste à voir, mais peut-être que ça va
aider aussi la compagnie américaine à être plus alléchante aux yeux de la FOM, même si on les voulait déjà, sauf que là qu'on perd un géant comme Renault qui ne fabriquera plus de moteur, même si c'est pas confirmé, mais on s'en va vers là, et à ce moment-là, peut-être que GM va avoir un peu plus de poids pour vraiment faire ses débuts en F1 lorsqu'ils seront prêts à produire un moteur. Parlant le sujet qui retient toujours l'attention, c'est lequel? Ben, vous êtes rendu habitué, c'est le marché des pilotes autonomes, une situation très particulière cette saison où on avait plus de 14 pilotes, où on avait 14 pilotes qui se retrouvaient sans contrat à la fin de la saison 2024. Celui qui reste, ben, c'est l'autonome, le pilote autonome le plus convoité depuis le début. C'est Carlos Sainz qui n'a toujours pas signé. On pense toujours qu'on est prêt d'une entente, mais finalement, on dit ça, puis ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Mais il y a eu des choses qui sont venues aussi changer la situation. Il y a Perez qui n'allait pas très bien du côté de Red Bull. Donc, Sainz se dit pourquoi je me dépêcherai à signer quand peut-être que Red Bull va frapper à ma porte pour m'offrir une opportunité, pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine. On a aussi du côté de Mercedes, on a souvent mentionné le nom de Kimi Antonelli, le jeune qui est en F2 à sa première saison, qui n'a même pas eu 18 ans encore. Toto Wolff le mentionne souvent comme quoi il serait l'option pour remplacer Lewis Hamilton. Eh bien, de ses propres mots, le jeune Antonelli a mentionné qu'il ne se sentait pas prêt. Il trouve qu'il fait encore beaucoup d'erreurs en F2. Il doit finir des choses, doit apprendre à corriger ces erreurs-là et à ne plus les reproduire. Donc, il dit, je ne crois pas être prêt pour la prochaine saison. Donc, quand on sait à quel point la confiance est importante pour un pilote de Formule 1, on ne doit pas réfléchir dans la voiture, on doit agir, ça doit être de l'instinct et des réflexes. Donc, tout ça, s'il ne sent pas en confiance, de mon côté, ce n'est pas un pilote que je voudrais avoir dans ma voiture. S'il ne se sent pas prêt, je lui laisserai compléter ses études en F2, continuer d'apprendre le métier, compétitif aussi à l'international et à ce moment-là, ben, je ne voudrais pas aller plus loin avec Antonelli. Je voudrais plutôt patienter là, et regarder s'il n'y a pas d'autres options. Et c'est ça qui m'emmène avec le sujet de Sainz encore. Si du côté de Red Bull, il n'y a rien de réglé et du côté de Mercedes, il n'y a rien de réglé, bien à ce moment-là, Sainz peut toujours espérer se retrouver un volant dans une écurie de pointe, quoi qu'il a été aperçu lors du week-end. Il quittait les établissements de l'écurie Williams Racing en compagnie de son agent et son père. On voit qu'il continue d'analyser ses options. Il a peut-être eu une autre offre de Williams à ce moment-là, mais vraiment, on va continuer d'attendre du côté de Sainz, à moins qu'il se fait vraiment dire un autre nom catégorique du côté de Red Bull et Mercedes. Mais je pense que tant que ça ne sera pas mort, tant qu'il va avoir la possibilité de rejoindre une écurie, parce que c'est ce qu'il veut, il veut gagner les Grands Prix, il veut devenir champion du monde comme tous les pilotes de Formule 1. Il n'a pas mis une croix là-dessus, il y croit encore. Donc à ce moment-là, je pense qu'il va plutôt patienter là, et continuer, bien sûr, comme il le fait depuis le début de la saison, eh bien, d'écouter et d'analyser ses options. C'est ce qui conclut l'actualité pour cette semaine. Maintenant, on passe au week-end de course qui est déjà entamé avec la journée de vendredi et de samedi en direct du circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Ces week-ends de course et le circuit de Spa-Francorchamps qui reçoit l'événement est une véritable montagne russe située en pleine forêt Ardennes. Le circuit fait 7,004 km de long. Et oui, 7,004 km de long. C'est le plus long de la saison. 61,74% d'un tour se dirige à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 359,4 km à l'heure, 19 virages et 2 zones DRS sont mis à la disposition des pilotes lorsqu'ils rencontrent les règles pour être capable d'en profiter. Bien sûr, il faut être à moins d'une seconde de la personne qu'on suit devant et on a le droit de l'utiliser en qualification. C'est toujours permis, même si certains se demandent pourquoi, bien c'est toujours autorisé de enlever cette fameuse traînée non nécessaire lorsqu'on arrive dans ces fameuses zones. Spa est reconnu aussi pour être technique. On doit faire des compromis entre justement enlever la traînée pour les grandes lignes droites, mais on doit aussi garder de l'appui pour être capable de disputer ces virages plus techniques, donc les 5, 6, 7, mais il y en a plusieurs d'autres aussi où on a besoin de traîner énormément de vitesse avec nous, donc il nous faut cet appui. Du côté des améliorations, qu'est-ce qu'on regarde pour le week-end? Eh bien, Mercedes en avait apporté beaucoup. Pourquoi je dis en avait apporté beaucoup? Parce qu'ils sont toujours là, mais on a décidé de ne pas les utiliser.
après la journée de vendredi, on trouvait qu'on avait certaines complications qui s'ajoutaient à ça. Et comme la météo va être changeante pour la journée de samedi, on a décidé qu'on avait déjà assez de données qu'on ne contrôlait pas. Donc, on ne voulait pas ajouter tous ces fameuses améliorations-là sur la voiture. Je vous les donne quand même un diffuseur plancher, aileron et halo, tout ça dans le but d'enlever le drag, cette fameuse traînée, comme je vous disais, qu'il est très important de ne pas en avoir de non nécessaire lors des longues lignes droites. Donc, on avait préparé quelque chose du côté de Mercedes, on a décidé de laisser ça tomber. Du côté de Ferrari, eh bien, aileron avant, aileron arrière, question d'emmener une meilleure que la voiture soit plus prévisible, plus stable. On veut apporter de la stabilité à notre voiture. Du côté de Alpine, eh bien, on a quelque chose d'assez majeur quand même. On a retravaillé notre système de refroidissement et on a aussi aileron arrière couvert de moteurs qui ont été modifiés, ainsi que les miroirs avec pour but de réduire encore une fois la traînée. Du côté de Racing Bulls, eh bien, on y va pour plus d'appui avec un aileron modifié, aileron autant avant que arrière. Du côté de Sauber, eh bien, on vise aussi pour le drag, la traînée, même chose. Du côté de Red Bull, Aston Martin ainsi que Williams, eh bien, on a préféré rien apporter pour ce dernier week-end avant les vacances, la fameuse pause d'été en Formule 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vous donne un petit compte-rendu vite de la journée de vendredi, même si on sait déjà les qualifications. Ce qui était à surveiller, pourquoi que on parle de vendredi, c'est que cette journée s'est déroulée dans le sec. Et le Grand Prix de dimanche risque aussi de se diriger dans le sec, mais samedi, on a eu de la pluie. À ce moment-là, Verstappen, virage 10-11, c'est lui qui a été le plus rapide dans la session du matin. Ce qui est important, 10-11, ces virages-là, il était capable d'avoir 10 à 15 km/h de plus que ses adversaires. Donc, ça va être important de retenir ça lors de la course de dimanche. Verstappen sera pénalisé de 10 positions sur la grille puisqu'il a changé la chambre à combustion ou on appelle en anglais le ICE. À ce moment-là, ce que ça donne, c'est que ça donne 10 places sur la grille. Du côté de Tsunoda, eh bien, lui, on a changé tous les composantes moteurs. À ce moment-là, ça lui donne 60 places de pénalité sur la grille. Inquiétez-vous pas, là. On ne va pas le faire partir 2-3 tours après tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui dire tu te diriges, peu importe ce qui arrive, tu vas partir dernier avec ces pénalités-là, puisqu'on a tout changé sur sa voiture. À noter aussi, McLaren, Mercedes ainsi que Ferrari et Alpine ont conservé un train de pneus dur de plus que tout le monde. On ne les a pas utilisés lors des séances de pratique. C'est quelque chose qui pourrait venir nous aider puisque ce qui était pour l'usure pneumatique était quand même assez sévère depuis le début du week-end. Donc, si on décide de diriger la course et d'opter pour les gommes dures, à ce moment-là, le fait qu'on sait garder des pneus de plus que tout le monde, ça pourrait peut-être venir nous donner un avantage au moment de la course et surtout lorsqu'il viendra le temps de choisir nos stratégies. Pour ce qui est de la pole position, eh bien, c'est Max Verstappen qui l'a signé. Il est de retour en force. Il semble en pleine forme. On lui a, ça a retenu beaucoup l'attention, le fait qu'il avait fait une course de simulation jusqu'à 3 heures du matin en Hongrie. Il y a eu de la spéculation comme quoi on lui avait interdit de faire ça dorénavant. Lui-même a dit, il n'y a personne qui m'interdit rien. Puis je sais très bien comment gérer ça. Ça fait depuis 2015 que je fais de la course en simulation. Puis depuis ce temps-là, j'ai quand même gagné 3 championnats du monde. Donc je dois être capable de faire les deux et d'être capable de m'en sortir le dimanche. Donc en ce moment-là, ce que nous dit Verstappen, c'est un peu comme qu'on avait mentionné dans le dernier podcast. C'était probablement juste une mauvaise journée, autant du côté de son attitude du côté en piste. Ça peut arriver à tout le monde, même s'il nous a habitués à ne pas faire ça vraiment souvent. Normalement, il est toujours au-dessus de son art. Mais à ce moment-là, c'était un mauvais week-end à oublier en Hongrie. Puis là, il nous a montré qu'il était prêt en signant cette pole position-là. Et quand je vous dis une pole, là, c'est pas à peu près parce que c'est par plus qu'une demi-seconde. C'est pratiquement 6 dixièmes qu'il a devancé Charles Leclerc. Charles Leclerc, lui, ça a été une surprise. Ce n'était pas vraiment, on l'attendait pas. Là, on pensait voir Norris, on pensait voir Piastri qui avait été très bon tout le long du week-end. Leclerc, dans son dernier tour de Q3, on voyait qu'il a vraiment tout donné, comme on l'a vu là, dans les derniers week-ends aussi, sauf que il donnait tout, mais il finissait par faire une erreur, envoyer sa voiture hors piste, puis à ce moment-là, ça venait lui coûter cher dans les positions pour le Grand Prix de dimanche, mais à ce moment-là, Leclerc, pour une fois, ça apporte des fruits. On sait qu'il est très bon en qualification, mais il est allé chercher le maximum de sa voiture. Là, on peut vraiment dire, là, quand on voit un pilote faire la différence à bord de son auto, je pense que Leclerc, ça a été le cas. C'est pas pour rien que finalement, il se ramasse en pole, parce que rappelez-vous, je vous ai dit,
Verstappen 10 places de pénalité, donc même s'il signe la pole, il partira 11e. Donc Leclerc hérite de la pole. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour lui, oui, parce qu'il l'a dit de ses propres mots, il s'attendait à partir 5e. Sauf qu'une pole à Spa-Francorchamps, c'est probablement la pire place qu'on peut partir. On s'entend, entre parenthèses, la pire place, je pense que dernier, il y a pire que ça. Sauf que lorsqu'on est premier, on aide beaucoup les voitures qui nous suivent derrière, surtout lorsqu'on veut s'aventurer dans cette fameuse montagne-là. Donc, on sert plutôt de bouclier, on coupe le vent, on réduit la traînée sur la voiture qui nous suit derrière et à ce moment-là, il y a des grandes chances qu'on se fasse dépasser. Donc, même si Leclerc est en pole, c'est Sergio Perez qui a signé le 3e temps, qui risque d'être avantagé au départ et qui pourrait très bien passer devant Leclerc avant même d'arriver en haut de la montagne. Il pourrait déjà avoir glissé sa RB20 devant la Ferrari. Ça a été un retour pour Perez. Là, on l'attend depuis longtemps d'être capable de faire une bonne qualification. Il faut le dire quand il le fait bien. Eh bien, ça, c'est ce qu'on voulait de lui. C'est à quoi on s'attendait du côté de Red Bull. Même si ça a été très risqué, on a évité la catastrophe puisqu'il était à 0.003 de se faire éliminer en Q2 par Alex Albon. Donc, il a vraiment fait la coupure là, par à peine un petit cheveu. Mais à ce moment-là, on n'en parle plus. Une fois que c'est réglé, c'est derrière nous. C'est juste que ça a passé très très près. Mais là, il est 3e. Donc, il se devait d'avoir une belle performance parce que même peu importe ce qui arrive à Sergio Perez au cours du week-end, même s'il gagnait le Grand Prix, j'aurais énormément de difficultés à vous dire qu'il va conserver son poste. Peut-être que c'est ce que ça lui prend absolument une victoire, qu'on déciderait de terminer la saison avec lui, mais je pense que il y a vraiment besoin d'une très très bonne performance, au minimum un podium, et même là, on n'est pas certain. Hamilton, 4e, Norris, 5e, performance décevante des McLaren. On avait une très belle opportunité, non seulement de saisir des points au championnat, quoique ce n'est pas terminé, on sait qu'il n'y a aucun point qui est distribué le samedi, seulement le dimanche, sauf qu'on les attendait avec Red Bull qui se ramasse à prendre une pénalité de disposition avec Verstappen. C'était une belle opportunité, on ouvrait la porte très grande à nos adversaires, l'équipe de Orange Papaye, donc de saisir au moins la pole du côté de Norris ou du côté de Piastri. On a la vitesse, on est capable, sauf qu'on n'a pas été capable de traduire ça dans la pluie. Là. Ça a été une séance de qualification, des séances de qualification assez complexes avec de la pluie ou toujours une piste trempée. Ça s'est fait en gomme intermédiaire. À ce moment-là, je pensais peut-être voir justement les McLaren mieux faire. Ça peut cacher quelque chose. Parfois, ce qu'on a peut-être choisi de faire un compromis et d'aller pour une configuration qui va être plus payante en course. Donc, on pourrait voir demain, on sait que la voiture, elle a cette puissance-là. On a peut-être dit on est capable de faire des dépassements. Donc, on va, même si on se qualifie plus loin, c'est pas la fin du monde, on va être capable de faire du rattrapage le dimanche. Il y a un endroit à Spa où on peut dépasser. C'est pas pour rien qu'on a décidé de prendre une pénalité moteur du côté de Red Bull, mais ça pourrait être un petit compromis qu'on a fait du côté de l'écurie McLaren. Donc, je les exclus pas pour demain, sauf qu'on a quand même Verstappen qui est 11e, donc il pourrait se retrouver assez rapidement là, dans les rétroviseurs de Piastri et Norris et on pourrait avoir une bonne compétition entre les deux voitures. On a aussi Perez à l'avant pour une fois là, qui pourrait enfin jouer en équipe avec son coéquipier Verstappen. Du côté de Russell, 7e, 8e pour Sainz, 9e pour Alonso, 10e pour Ocon. Très bonne performance. Les Alpines ont été surprenantes tout au long du week-end. Je ne sais pas si c'est la livrée Deadpool qui leur a donné plus de vitesse, le fait qu'on a ajouté un peu de peinture sur la voiture. Est-ce que c'est ce qui fait la différence? Mais du moins, une belle amélioration. Ce n'est pas une place où on les attendait vraiment. Lorsqu'on a un déficit moteur et qu'on a des voitures trop lourdes, il me semble que Spa-Francorchamps ne nous dit pas nécessairement que ça va être de bon augure, mais on s'en est bien tiré. Le même Gasly avait des belles performances jusqu'à là. On s'attendait peut-être même à le voir dans le top 10. Finalement, il est 12e. C'est pas une catastrophe non plus. Albon, 11e. Je vous le disais tantôt, ça en est fallu de peu pour qu'Alex Albon passe en Q3. Il manquait 0.003. Donc, quand je vous dis s'il s'en est fallu de peu, ben 0.003, c'est vraiment pas beaucoup. Du côté de Ricardo, 13e, 14e pour Bottas, 15e pour Stroll, 16e pour Hülkenberg et 17e pour Magnussen. Un peu surprenant quand on sait que Haas a des vitesses de pointe plus hautes que n'importe qui normalement. On est très bon en ligne droite. De les voir 16e, 17e, c'est un peu une déception ainsi qu'une surprise. Du côté de Tsunoda, ben, je vous dis, il s'est qualifié 18e, mais ça ne change rien avec tous les composants qu'il a changés. Il partira dernier. 19e pour Logan Sargent et Guan Yu Zhou est arrivé bon dernier, donc 20e, mais il se lancera
pas dernier, puisque ce sera la place à Tsunoda. C'est ce qui résume les qualifications. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour le week-end? Qu'est-ce qu'on attend? Bien, on va attendre un bon Grand Prix parce que ça nous donne toujours un spectacle excitant. C'est un classique Spa-Francorchamps. C'est non seulement très technique, mais ça demande aussi d'avoir des bonnes voitures, d'avoir choisi les bons réglages, d'avoir pris le bon compromis, comme je vous le disais, entre la traînée, entre l'appui aérodynamique. Donc, ça va être tout intéressant de voir ça. Il y a aussi les stratégies de gommes pneumatiques. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir favorisé? Est-ce qu'on va y aller pour les gommes dures? Puisque c'est très difficile de ménager nos pneus sur un circuit comme ça. C'est très demandant. Donc, à ce moment-là, on risque de voir ça. Est-ce qu'on va décider d'y aller pour 2 arrêts? Certaines écuries pourraient être tentées peut-être d'opter pour ça. Question de pouvoir mettre les médiums ou d'augmenter un peu le rythme. C'est un peu tout ça qu'on va avoir demain. Ça va être un casse-tête stratégique, autant qu'on va avoir un casse-tête où ce que les talents des pilotes vont pouvoir s'exprimer et nous donner un bon spectacle. C'est à ce qui conclut notre épisode du samedi 27 juillet. En terminant, je vous invite bien sûr à nous suivre sur Spotify, mais aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, X, Twitter, ainsi que Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.